Alors pour parler de TAFTA, moi j'avais envie de revenir un peu au fond des choses. Qu'est-ce que c'est que TAFTA? C'est un grand traité transatlantique. Je n'ai pas eu le temps de vous imprimer les acronymes parce qu'on parle de TAFTA, de TTIP, on a un certain nombre de lettres. Mais je voudrais juste revenir sur le commerce international finalement. Pourquoi est-ce que les pays ont besoin de faire des grands traités? Il faut quand même se poser la question. Si on remonte, Alessio va peut-être me critiquer, je ne suis pas historienne, hein, mais rappelons-nous que les Chinois avaient inventé un certain nombre de choses intéressantes, le papier, la soie, et qu'ils refusaient de commercer, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de vendre des produits finis, mais ils ne voulaient pas nous donner les trucs. Et ce sont des gens qui ont pris le risque d'aller en Chine et de ramener des choses qui ont ramené dans nos pays un certain nombre de moyens techniques. Un peu plus tard, l'idée générale du libéralisme, c'est de dire si on facilite le commerce entre les pays, on va faire beaucoup plus d'argent. Le marché va être la solution à beaucoup de nos problèmes. Les gens vont vendre facilement leurs produits, on va avoir des produits intéressants qui vont venir et donc on va générer et augmenter partout les possibilités de livraison. Ah non, D'où une organisation internationale. Ah, ça va être dur. on peut peut-être bouger, non? Oui. On va leur demander de l'autre côté. Hein. D'où une organisation internationale qui s'appelle l'OMC. Merci. Thank you. Alors, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. C'est une organisation qui a été créée avant la dernière guerre mondiale, donc c'est dire c'est très vieux. Et eux, ils vont rien comprendre, les pauvres. Et l'objectif était de faciliter donc le commerce international entre les pays, c'est-à-dire d'abaisser les frontières douanières. Et cette organisation, pratiquement tous les pays du monde y sont, y compris maintenant la Chine, y compris donc même les derniers pays qui étaient un peu autonomes de leur côté. Dans cette organisation sont présents pratiquement tous les ministres du commerce de tous les pays du monde et on discute là d'arrangements tarifaires. Par exemple, moi je veux vendre des machines-outils à tel pays, on va essayer d'avoir des barrières douanières très basses et réciproquement j'achète du maïs et je souhaite l'acheter le moins cher possible, donc de ne pas avoir trop de frais de douane d'une façon générale. C'est essentiellement les frais. Mais cette OMC, finalement, elle n'est pas suffisamment puissante et pas suffisamment intéressante pour les grandes multinationales. Il faut tout de suite voir ça, parce que ça donne un peu tout de suite la caractéristique. Ça devient intéressant de faire le commerce à grande échelle. On n'en est plus à faire des petits contrats de ci, de là, je t'échange mes oranges contre des machines à outils. On veut généraliser ces échanges. Et d'où les grands traités qui sont en train de se faire de partout. Un grand traité qui existe déjà, c'est entre les États-Unis et le traité à travers le Pacifique, avec notamment le Japon et la Corée du Sud. Et ces traités donc baissent toutes les barrières douanières, mais vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils demandent aux différents pays de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière avec les normes, etc. Donc je vais revenir un peu là-dessus parce que c'est très important. Actuellement, l'Europe, c'est quand même la deuxième, le deuxième marché mondial. Donc c'est très intéressant de vendre à l'Europe. Et d'où l'idée de faire un grand traité entre les États-Unis et l'Europe. Actuellement, on a, donc c'est ce qu'on appelle le TAFTA. Il y a déjà énormément de choses qui existent. Il y a un traité qui s'appelle l'ALENA, qui a été signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Cet ALENA a déjà quelques années
et a entraîné un certain nombre de catastrophes pour les 3 pays d'ailleurs, paradoxalement. C'est-à-dire que le Mexique a été obligé d'accepter des produits agricoles des États-Unis. Et donc les Mexicains qui produisaient eux-mêmes leur maïs ont été obligés d'acheter et de laisser rentrer chez eux, sans droit de douane très peu, du maïs américain, qui était beaucoup moins cher et qui donc a écrasé les petits producteurs locaux. C'est une véritable catastrophe. Transgénique. De la même façon, Transgénique, non? transgénique, oui, avec tous ces énormes moyens de production qui ont été faits dans une partie centrale des États-Unis. Et en ce qui concerne le Canada a énormément souffert de cette ALENA. Il a tellement souffert qu'ils ont fait des documents à notre attention. Je n'ai pas eu le temps de les imprimer, mais vous devriez les regarder sur Internet. Sur le site d'Attaque, vous le trouverez. Ce sont des organisations canadiennes qui disent aux Européens, attention, ne signez pas ce genre de truc, parce que c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que donne un marché comme ça? On dit qu'il faut faciliter le marché, il faut absolument abaisser les droits de douane, c'est une première chose, mais actuellement il faut savoir qu'ils sont assez bas. Mais il faut aussi faciliter les choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'une entreprise américaine qui veut vendre en Europe, elle puisse vendre ses produits exactement comme elle les fait et comme ça l'arrange de les faire. C'est-à-dire que si, par exemple, on cite toujours le coût du poulet, parce que ça choque beaucoup les Français. Les poulets abattus par les Américains, ils sont lavés au chlore. Donc avant d'être envoyés au supermarché, ils sont lavés au chlore. C'est chez eux comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des bactéries qui s'installent. Donc c'est comme ça. Pour chez nous, évidemment, c'est rentable. Mais dans un traité comme ça, il est quasi impossible de dire on n'acceptera pas les poulets traités au chlore. Ouais. Est-ce que vous voyez le système? C'est que il faut que toutes les entreprises puissent vendre d'un côté comme de l'autre. Il faut donc que les normes sanitaires soient homogénéisées. Il faut que donc les différents pays acceptent les normes sanitaires de l'autre côté. Mais de la même façon, et ce qui pose problème aux États-Unis d'ailleurs, ce qui fait que même aux États-Unis on trouve des gens qui résistent contre ces choses-là. Nos camemberts par exemple, on aime bien un camembert au lait cru, c'est impensable aux États-Unis. Or s'il y a un traité comme ça, c'est volontaire, hein, je dis ça c'est un peu provoquant, ça veut dire qu'on pourra dire aux États-Unis, ah vous ne prenez pas le camembert, et sur quelle base? Vous n'avez aucune raison de rejeter nos normes, puisque nous, on est propre, les barrières commerciales doivent être abattues, et donc vous devez respecter nos normes. Donc vous voyez que pour l'ensemble des normes, on va être obligé, si on a des traités comme ça, d'accepter les normes des autres pays. Et les normes des États-Unis, notamment, sont très inférieures aux nôtres. Ça, c'est assez commun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour la négociation? Un des gros problèmes de la négociation, donc j'ai parlé des droits de douane, de tout ce qui limite le commerce. Mais ce qui peut limiter le commerce, c'est aussi la possibilité dans un appel d'offres. Quand en France, par exemple, un organisme public qui veut faire un grand stade, qui veut faire un équipement quelconque, ça passe par un marché public. Donc il va dire publiquement chercher des gens qui vont faire le boulot. Ça s'appelle les marchés publics. Avec ce genre de traité, il n'est pas possible de dire qu'on prendra des entreprises françaises, par exemple. Il n'est pas possible de quoi? De dire qu'on prendra des entreprises françaises, ou on prendra des petites entreprises, ou on prendra des entreprises qui respectent les droits syndicaux. Ça ne sera pas possible parce que c'est un frein au commerce. Si on commence à imposer un certain nombre de normes de ce genre, ça veut dire qu'on freine le commerce. Si on freine le commerce, on est susceptible de passer au tribunal.
Et ça, c'est le point complémentaire qui est extrêmement important et très critiqué, c'est l'ensemble des systèmes de tribunaux. Si une entreprise considère qu'un État a posé une loi qui l'empêche de faire commerce, elle peut attaquer l'État devant des tribunaux. C'est quoi ces tribunaux? Eh bien, on va prendre des cabinets spécialisés. Ce sont les avocats internationaux, mais ils ne sont pas validés par qui que ce soit. Il va y avoir un cabinet d'arbitrage qui est en général composé de 3 arbitres entre guillemets, qui sont largement payés par les entreprises, ce qui fait que c'est toujours très difficile. Et ces arbitres vont juger, donc ils vont demander à l'entreprise quel est le problème qu'elle a, et puis ils vont dire à l'État comment se fait-il que vous avez posé cette règle. Pour vous donner quelques exemples, qui sont cités notamment par les Canadiens parce que c'est en cours en ce moment. Une entreprise chimique américaine vendait un produit qui servait dans le sanitaire, un produit d'hygiène, dans lequel il y a un certain composant qui a été considéré au Canada par le système hospitalier comme dangereux, avéré, un certain nombre d'empoisonnements avérés. Donc le système hospitalier canadien dit qu'il faut interdire ce produit-là, non pas le produit d'hygiène, si vous voulez, pas la lessive Saint-Marc, mais tel composant. L'entreprise dit, si vous interdisez ce composant dans mon produit, que je vends chez vous, je vais vous attaquer en justice, car vous me pénalisez. Puisque moi, mon produit ne va plus être accepté sous prétexte qu'il y a un produit toxique dedans. Et que s'est-il passé? Eh bien, le gouvernement canadien a dit « Ah ben finalement, on ne va pas dire qu'il est toxique. On va simplement oublier ça parce qu'on ne veut pas tomber sous le coup de ces tribunaux. » Il faut savoir que ça coûte très cher. C'est tellement vrai qu'actuellement, pour certaines entreprises, peuvent carrément faire le jeu de faire un produit dont elles savent que ça ne va pas passer et attaquer en justice en disant « vous me pénalisez, je ne ferai pas mon chiffre d'affaires ». Un autre exemple qui est en cours, pour certaines choses qui existent, pour dire que ça existe déjà, Veolia a en charge en Égypte la collecte des ordures ménagères. Je crois que c'est des ordures ménagères dans certains quartiers, je ne sais pas de détails. Le dernier gouvernement égyptien a monté le salaire horaire minimum. C'est récent, hein, ça date de 2 ans. Il a monté le salaire minimum. Veolia attaque en justice en disant puisque vous augmentez le salaire minimum, moi je vais être perdant dans mon marché et donc vous me devez des indemnités. Non seulement on pourrait dire il faut revoir le marché, mais non, on va demander des indemnités. Et ça c'est passé, je ne sais pas si c'est jugé, c'est en cours. D'accord ? Vous voyez le genre de choses. Une autre chose du même genre, pour bien vous faire peser les choses, il y a une entreprise américaine ou canadienne d'ailleurs qui fait du pétrole. Et cette entreprise a demandé à faire des recherches dans l'estuaire du Saint-Laurent, au Québec. La population du Québec a fait un référendum en disant qu'elle ne voulait pas de forage dans l'estuaire du Saint-Laurent. Pas de forage dans l'eau. Et donc, le gouvernement local a dit on ne fait pas de forage dans le Saint-Laurent. Ce qui fait qu'actuellement c'est en tribunal parce que l'entreprise a dit moi j'avais, regardez comme ça va loin, moi j'avais mis dans mon budget des gains que j'allais avoir de ce que j'allais tirer de ces forages. Ils n'ont rien dépensé. Hein? Ils n'ont rien dépensé. Ils n'ont rien dépensé mais ils allaient gagner de l'argent. Et donc ils portent plainte en disant c'est mon business plan, vous cassez mon business plan. Et donc on va au tribunal en demandant des indemnités. C'est pour dire que ça va vraiment très très loin. Alors
Bon, ça c'est le fonctionnement de ces tribunaux. Alors il faut dire quand même que ces tribunaux, ils commencent maintenant, ça commence à faire beaucoup de bruit. Hein. Il y a par exemple une menace d'entreprise finlandaise qui veut attaquer le gouvernement allemand qui a arrêté les centrales nucléaires. Or cette entreprise faisait des centrales nucléaires. Donc ils ont dit, eh bien, notre entreprise va perdre ce marché en Allemagne puisqu'on ne veut plus de centrales nucléaires. Et donc tout ça c'est en train de se nouer dans les tribunaux. Et comme je vous dis, c'est pas des tribunaux, c'est des arbitres qu'on va prendre dans des cabinets d'études internationaux. D'accord ? Donc c'est vraiment un gros problème. Alors actuellement, il y a une grosse campagne par rapport à ça. C'est une des raisons pour lesquelles les Allemands sont de plus en plus réticents. Et c'est pour ça que ce truc-là, il va peut-être pas se faire. Une chose, il y a beaucoup de choses à dire. Mais une chose à dire importante aussi, c'est que ces traités, ils se négocient de façon totalement secrète. Dites-vous bien que c'est grâce à des gens, c'est pas Snowden, mais c'est d'autres gens du même genre, qui ont trouvé les documents et qui les ont mis sur la place publique. Sans ça, on ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. C'est négocié en collaboration avec les grandes entreprises, en fait avec les gens qui ont de l'argent. C'est un peu ça le problème. Hein. Puisque vous avez ce qu'on appelle les lobbies. Les lobbies, c'est des gens assez officiels. Vous avez le droit d'être lobbyiste et vous avez vos entrées à la Commission européenne avec votre carte de lobbyiste. Donc je veux dire, c'est pas caché. Simplement, c'est des gens qui vont venir tous les jours voir les commissaires en leur expliquant la bonne parole. On imagine bien qu'ils ne viennent pas raconter ce qu'on dit à nuit debout, mais ils vont dire des choses un peu différentes. Et ce qui fait que tout ça, ça joue pour mettre en place un système qui est totalement orienté libre-échange, pouvoir des multinationales, pouvoir sans partage et sans frontières. Alors là, c'est vraiment pas de frontières pour les multinationales, mais des frontières pour les gens. Là, je crois qu'on le voit tellement de façon terrible. Alors actuellement, ce qui est très avancé, c'est le CETA. CETA, c'est le traité Canada-Europe. Celui-là, il est très avancé, il a été négocié, comme je vous ai dit, dans le secret, mais maintenant, comme tout est bouclé, il faut voir à quel moment il va être validé. Il est donc signé par la Commission européenne et par les Canadiens, les négociateurs canadiens. Mais maintenant, il faut qu'il soit validé. Or, les campagnes... Juste une seconde, pardon. Il y a la police qui fait des PV. Il y a la police. S'il y a des gens qui ont des voitures. Ah oui. Bon, vous pouvez m'interrompre hein, si j'essaie d'être clair, mais c'est pas facile. Il y a des extraterrestres qui arrivent, on t'interrompt. Donc le CETA, alors le CETA qui s'appelle aussi Accord économique et commercial global en français, parce que les Canadiens ils préfèrent parler français, nous on parle en anglais, c'est normal. Donc ce truc-là il est bouclé, le texte sont complètement faits. Et il a donc été soumis ce week-end, la semaine dernière, cette semaine, enfin ces jours-ci, au Conseil de l'Union européenne. Vous savez ce que c'est le Conseil de l'Union européenne? C'est tous les chefs d'État, donc les 27 chefs d'État. Mais le mouvement contre le TAFTA et donc le CETA devient si fort, et l'inquiétude des Allemands, qui sont quand même très prépondérants, est tellement forte qu'ils ont dit finalement il faut peut-être qu'on réfléchisse et on va peut-être le faire voter au Parlement. Alors il faut... Pourquoi? Parce que c'est théoriquement, d'après la Commission, point de vue de la Commission, un accord commercial, c'est de la compétence de la Commission. C'est elle qui s'occupe du commerce. Et vous n'avez rien à voir. Donc elle avait dit, eh ben le traité est bouclé, il est signé, tout le monde est content, et c'est bon. Mais
Valls, l'autre jour, il y a quelques jours, a dit finalement, on ne va pas signer le CETA comme ça. Donc il y a la montée de l'inquiétude fait qu'il commence à se poser des questions. Et ce qui fait que le CETA a été déclaré, il va être soumis à tous les parlements nationaux. Donc ça, c'est une très grosse avancée, c'est une grosse victoire du mouvement. Mais quand même, il y a un bémol. Le CETA, ce traité, donc Canada-Europe, il peut très bien ne pas être soumis au Parlement, mais être déjà mis en application. Parce qu'il y a une espèce d'accord avec la Commission qui dit il va bientôt être soumis, il va être voté, donc on peut bien commencer à l'utiliser. Mais seulement ça déclenche beaucoup d'inquiétudes. Alors par exemple, je vais vous donner 2 exemples. On a beaucoup parlé de la filière de la viande, filière bovine, qui se trouve en difficulté dans nos pays. Or, le CETA va imposer à l'Europe d'importer une quantité phénoménale de bovins canadiens. Donc on arrive dans une contradiction. Et en échange, les Canadiens vont être obligés, j'ai vu un article aujourd'hui, vont être obligés d'accepter nos fromages. Donc les fromages, vous voyez, la France, la Hollande, l'Italie, ils vont être obligés d'accepter beaucoup. Or, au Canada, ils sont très inquiets parce qu'ils avaient développé toute une industrie locale du fromage. J'étais très content de leur... Faut pas être top. Hein. Ah mais c'est sûrement, mais ils étaient très contents des efforts qu'ils avaient faits. Et maintenant, leur organisation professionnelle commence à dire « Ah non, ne vous apportez pas les fromages européens, on est mort. » donc vous voyez, ce genre de truc, de traité, c'est complètement loufoque. Alors, en ce qui concerne le TAFTA, pour y revenir, le TAFTA Hollande et Obama, quand ils s'étaient rencontrés, voulaient le signer le plus vite possible. Et Hollande avait d'ailleurs dit à Obama, ne perdons pas de temps, il faut vraiment faire ça très vite. Et Obama aurait voulu le signer avant la fin de son mandat. Mais là, c'est un peu cuit parce que ça ne va pas pouvoir se faire et que les deux potentiels présidents des États-Unis ont dit qu'ils n'étaient pas très chauds pour ça. Hillary aussi. Hillary Clinton n'est pas... Apparemment. Hillary Clinton. Ceci dit, il faut avoir conscience que donc il y a énormément toutes ces négociations, parce qu'il y a un autre dont je ne vous ai pas parlé. Il faudrait un autre jour, je reviendrai, je vous donnerai les papiers. Il y a un accord en train de se faire entre l'Europe et l'Afrique. Les pays africains, en tout cas, toute la partie sahélienne et un peu plus bas. Et ces accords-là, alors nous on craint les États-Unis, mais eux, les Africains, ils peuvent craindre la France. Hein. Parce que question d'avoir une puissance économique, là on est... Or cet accord-là, personne n'en parle. Il est signé, donc il va être validé par les différents parlements, par les différents gouvernements africains. Donc on sait bien qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas spécialement... Ils sont assez inféodés à l'Europe. Et donc là, il faut savoir que tous ces systèmes d'accords de libre-échange, comme ils sont faits, en abaissant les droits de douane qui sont faits déjà encore plus bas, et en interdisant de faire des normes ou des règles locales, en interdisant de donner une priorité au marché local, tout ça arrive à briser la capacité de résistance des pays. Par exemple, de certains pays africains, ils ont une partie de leur budget, c'est les droits de douane. Les droits de douane, ils n'auront plus. Ils vont se trouver. Nos produits manufacturés vont arriver chez eux sans droits de douane, et eux, il va leur rester de nous vendre leur faim. Vous voyez l'enchaînement qui se fait. Et s'ils veulent, par exemple, avoir une agriculture vivrière locale et donc défendre d'abord leurs produits locaux, ils vont se trouver en contradiction avec les grands traités. Exactement comme si nous,
on veut faire une AOC huile d'olive ici, il faudra faire attention qu'elle ne soit pas en contradiction avec, qu'elle n'empêche pas un marchand d'huile d'olive de je ne sais où de venir s'installer ici. Vous voyez ce mécanisme qui se fait. C'est une fois de plus une domination marchande. Ça va complètement tuer la démocratie. Oui. Et alors, dernier point. Oui, l'achever. Si je veux dire, pour un exemple, mais si la France décide d'augmenter les SMIC, on peut se faire attaquer par oui. notre. On ne pourra plus rien faire en fait. Et voilà, c'est ce qu'ils oublient de nous dire quand ils nous disent qu'il faut qu'on aligne nos salaires sur ceux du Bangladesh. Mais ils oublient qu'après, on n'a pas le temps. Et alors, ce que j'ai oublié de dire, et aussi très important, c'est que dans le traité, dans le TAFTA, le CETA, je ne sais pas, il est écrit que pour l'instant, on ne parle pas de la culture et de l'école, mais que toutes les nouvelles questions pourront se poser. Et que donc, dès lors que vous aurez signé ça, rien n'empêche de vendre nos hôpitaux, de tout ce qui est vraiment service public. Alors qu'actuellement, en principe, officiellement, il y a un petit frein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cliniques privées américaines qui s'installent, mais il restera quand même un peu de service public. Mais rien n'empêche que ça soit généralisé. Donc voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour des choses, il y en a beaucoup d'autres à dire. On a aussi posé la question par rapport au climat. C'est sûr que tout ce qui est loi locale, va être mis en cause si ça gêne quelqu'un, si ça gêne une entreprise. Finalement, c'est ça le fond des choses. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais oui. À peu près. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Qu'est-ce que vous posez comme question? Moi j'ai envie de... Ça va foutre les petits trucs de New York. Non, juste si c'est possible, chacun son tour en levant la main et fort pour que les autres entendent pour pas faire des petits groupes. Ouais, en fait, les moyens d'agir contre ces traités-là, c'est quoi? Faire pression sur les députés et informer les gens? J'en vois pas d'autres. Il y en a d'autres ou... Faire pression sur les élus, c'est ça? Alors, oui, il faut quand même dire que les campagnes qui ont été menées, elles sont quand même portées parce que, en particulier, une chose que j'ai pas dite, mais c'est que les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises, là, elles sont massacrées là-dedans. Parce qu'elles n'auront jamais la force de se défendre par rapport Déjà, c'est près chez nous. Si Vinci ou Bouygues arrivent sur un marché, les autres. Mais là, c'est vraiment pire. Et en plus, on n'aura pas le droit de dire on veut d'abord favoriser les petites entreprises. Et donc, ces gens-là, ils commencent à réaliser que ça crée beaucoup. En plus, des exemples de l'ALENA dont je vous ai parlé, Mexique, Canada, États-Unis, il y a trop de catastrophes. Les salaires moyens sont en train de baisser, c'est une chose de fou. Parce que tout s'organise comme ça. Et puis quand vous n'êtes pas content, on va faire le produit ailleurs, on s'en fout. Ça se passe déjà chez nous, mais ça à grande échelle. Et donc il y a l'opposition. Et si tu veux, c'est pour ça que le CETA va finalement être soumis aux parlements nationaux. C'est qu'ils ont vu que là, ça commençait à passer du tout. Et donc ça va être sympa. Donc je veux dire, l'information, oui, et puis aussi important, il commence à y avoir des communes, des régions qui disent qu'ils sont hors TAFTA. On n'a pas le droit, mais enfin, ça a quand même un impact. En fait, ils l'ont tous, mais lui, je sais pas, c'est plus fort. Mais ceci dit,
le commerce finalement, le libre commerce international finalement. Moi je suis contre le TAFTA, mais au fond on peut peut-être se dire, peut-être que ça a du bon. Peut-être que ça a du bon. Ça a du bon. Peut-être ça a du bon. Tu as pris l'exemple de la Chine au début, ça marchait très bien, hein, ils gardaient leurs secrets, ils vendaient leurs produits et puis ça marchait très bien pour eux. Ils avaient tout un artisanat qui était très développé, ils accumulaient les richesses et tout, ils vivaient bien. Ça marchait bien comme ça. Tous les pays sont différents, donc il ne faut pas non plus. Changer, c'est bien, mais... Moi, le souci que j'ai avec le marché, pourquoi je pense que c'est pas bon, justement, c'est parce que j'ai l'impression que le marché fait appel à nos entre guillemets, à nos pulsions d'une certaine manière, nos pulsions de consommation et pas à notre raison, justement. Alors que, soit la démocratie, soit de manière générale, en tout cas tout ce qui n'est pas le marché, peut faire appel soit à notre raison, soit à la raison au moins d'un certain groupe de personnes alors peut-être qui nous dirigent, mais en tout cas, le marché est encore pire que ça parce que ça fait même pas appel à la raison, ça fait appel aux pulsions de consommation des gens. Le marché, en fait, c'est nous, c'est pas les grandes entreprises qui font du mal. Les grandes entreprises, au final, elles nous suivent, elles suivent nos pulsions. C'est nous qui menons l'écosystème à la perte, c'est nous qui nous menons à la perte, c'est nos pulsions qui nous mènent à la perte. Et pour moi, c'est extrêmement dangereux de se fier comme ça à nos pulsions. Le problème, c'est qu'ils suivent nos mauvaises pulsions. Nos pulsions. Une pulsion, c'est quelque chose, c'est l'inverse de la raison. Je ne sais pas, Roman, si tu fais un peu référence à l'exposé sur Stigler. Stigler développe la théorie qu'il y a une différence très grande entre pulsion et désir, en tant que le désir, c'est une gestion des envies où on peut l'envie la mettre à un certain moment de côté et après on la met à exécution. Alors que la pulsion, c'est une satisfaction immédiate de la pulsion. Bon, donc Stigler a tout un discours là-dessus sur le fait que c'est ce qui est en train de se passer. Toi, tu as dit que c'était la pulsion qui détruisait la planète en quelque sorte, c'est ça que tu... Mais pulsion individuelle. J'aimerais aussi insister sur l'aspect individuel. En fait, par rapport à... Juste que justement, c'est plutôt que ces Plus grandes fort. entreprises et le discours capitaliste dans lequel on est pris suscite ces pulsions-là en fait. Et suscite chez nous en vous disant bah oui, vous allez acheter tel objet, vous allez plus manquer de ça, puis après on va fabriquer ça. Et voilà, et ça joue effectivement sur le désir et le manque. Du coup, on est dans une satisfaction immédiate, mais c'est seulement si tu te laisses aussi suggestionner par ça quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde ne va pas aller dormir devant Apple pour aller s'acheter le dernier iPhone. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, là où je suis, ça me semble pas très juste, c'est quand on décide par exemple d'avoir de l'énergie produite au nucléaire ou par énergie renouvelable, c'est pas la pulsion qui décide. Là. Alors, dans le cas du TAFTA, ce sera la pulsion qui va décider. Pour l'instant, c'est pas la pulsion, mais parce que... Le nucléaire ici en France, c'est pas la pulsion qui a décidé ça. Parce qu'il n'y a pas encore le TAFTA, mais le jour où il y aura le TAFTA et ce genre de choses, il y a les entreprises du nucléaire, parce que quand la France va décider, nous on veut pas de nucléaire par exemple, et ben il y a les entreprises qui elles font du nucléaire qui vont dire ah mais vous, c'est notre commerce, vous nous faites entrave. On n'est pas responsable de ça. On est responsable dans la mesure où on va consommer leur énergie qui est moins chère. Parce que sans réfléchir, on va pas se dire tiens ça c'est pas responsable, je vais pas consommer cette énergie. Non, bam, on va direct à ce responsabilise le consommateur au lieu de responsabiliser les décideurs et les grands producteurs. Je responsabilise le consommateur. Je responsabilise pas le consommateur, je responsabilise le marché. Le marché est quelque chose de très dangereux. Le marché c'est à la fois les consommateurs et les décideurs. C'est un Il y a un cas de figure qui n'est pas inintéressant à réfléchir. C'est le quinoa. Je ne sais pas si vous prenez du quinoa. Alors le quinoa, c'est donc c'est en Amérique latine et ça se vend de plus en plus en France parce que c'est sympa et ça se vend souvent dans les boutiques de commerce éthique. Or, ce quinoa, donc il y a un certain nombre de gens qui vivent certainement mieux là-bas parce qu'ils peuvent vendre le quinoa dans nos pays. Donc il y a
Alors, avec le bon et le mauvais côté des choses, c'est-à-dire quand c'est, mon point de vue personnel, quand c'est Bah non, mais c'est pas la trop, qu'on a c'est fait bien, cadeau pour ma copine. et quand c'est trop, ça va plus. Mais la question que je voulais dire, c'est qu'il y a donc ce quinoa qu'on importe, et maintenant, on s'est aperçu qu'on peut le faire en France. Donc il y a des gens qui ont monté une coopérative qui fait du quinoa en France. Alors, vous voyez que rien n'est très simple parce que là-bas, en Amérique latine, ils ont un petit commerce qui n'est pas forcément énorme et qui leur permet de vivre, de faire des choses. Et nous, on va peut-être leur faire concurrence. Mais en même temps, c'est bien de faire un truc local. Et donc, je veux dire, moi, je ne sais pas que penser, mais je trouve que c'est une façon intéressante de voir les choses. Il y a un petit commerce d'un côté, il y a quelque chose de local. Faire du local, c'est quand même mieux, globalement. Pas aller traverser la mer avec du quinoa, ça paraît idiot. Et en même temps, ces gens-là, ça leur a peut-être permis de vivre. Voilà. Je suis pas claire, hein, mais je suis dans la contradiction. Sur l'exemple du maïs, il me semblait avoir vu à la télé que entre les États-Unis et le Mexique que je l'évoquais, un petit problème au passage, c'est que le maïs est originaire du Mexique. Ils en ont des tas de variétés, ils ont des entités qui protègent les maïs d'origine. Or, justement, avec l'importation des maïs américains, ils ont du mal à garder non OGM leur variété de maïs originaire, vu que les OGM par pollinisation passent même au-delà des parcelles autorisées. Bon, c'est un exemple un peu saugrenu, hein, mais il y a ce problème-là, c'est-à-dire que dans un univers où les semences sont, un univers commercial où les semences sont protégées de manière féroce et à coup de brevets et autres, il y a des gens qui ont les semences d'origine qui sont bousillées par des trucs pervers latéraux. C'est catastrophique. Dans le même sens où au Pérou, ils ont, je crois, des tas de variétés de pommes de terre différentes et ils ont le musée de la pomme de terre. Ça fait écho, je pense, à l'atelier de Laurence, une question de fond qui est de savoir, enfin un peu ce que disaient les différentes personnes là, comment agir, jusqu'à quel point l'action personnelle. La question qu'elle pose, c'est comment personnellement on peut faire. Tu peux parler plus fort, j'entends mal. Comment personnellement on peut faire que ça se passe pas, quoi. Que, c'est tellement puissant que comment on fait? Moi, je compare un peu ce truc de TAFTA, de libre-échange absolu, etc. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même principe que la dette, par exemple, la dette des États. La dette des États, moi je trouve ça complètement débile en fait, ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi de considérer que les États peuvent être endettés, tout un peuple endetté, enfin on n'est pas à l'esclavage, c'est n'importe quoi. Et pourtant ça se passe quand même, on dit bon bah maintenant on fait ça, allez, et voilà, et on n'y peut rien, et là c'est pareil, on n'y peut rien, voilà, ils font leur truc, on n'y peut rien. L'élément commun, c'est la dépolitisation. Enfin, un certain niveau d'abstraction, c'est cette idée qu'ils ont réussi à faire descendre dans nos cœurs, dans nos têtes, selon laquelle il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je citais tout à l'heure les communes et les régions qui se disent hors TAFTA, alors qu'elles n'ont pas le droit. Bon, c'est un exemple d'acte politique qui se met en danger, mais qui montre qu'on peut le faire. Enfin, T'as pas parlé encore, alors vas-y. Ah mais ça va, j'ai de l'avance. Mais le problème avec le TAFTA, auquel moi je me heurte, c'est qu'il y a un collectif TAFTA 06 et quand je discute avec eux, tout ce qu'ils proposent comme action, c'est de les rejoindre sur un stand pour en parler aux gens. C'est bien, alors on en parle aux gens et une fois que tout le monde le sait, on fait quoi? Ils s'en foutent, non? On parle entre nous, ok, et après ils vont signer leur truc et... Il y a eu une énorme pétition, il y a eu 3 millions de... Ouais, la pétition, ouais, voilà. Mais peut-être plus savoir qu'au niveau européen, normalement, il y a une initiative citoyenne qui existe. Alors l'initiative citoyenne, c'est il faut
Il faut qu'il y ait 2 millions, je crois, de gens, de 10 pays différents, avec je sais pas quoi, un pourcentage raisonnable des gens, etc. Et la pétition qui a été faite, elle a respecté ces choses-là. Donc on était tout à fait dans le créneau. Mais la Commission européenne a refusé de considérer que c'était une initiative citoyenne. Parce que si l'initiative citoyenne est reconnue, après il y a obligatoirement un référendum, je ne me rappelle plus exactement. Mais ça a des conséquences importantes. Et apparemment, alors il y a des gens qui continuent à la signer, mais bon, ils ont déjà fait 3 millions 5 de citoyens. Mais quand même, si tu veux, le fait que le CETA, ils avaient, j'ai dit, la compétence commerciale, donc la Commission peut très bien dire, nous on a fait le boulot, c'est terminé, vous n'avez pas rien à voir, on a fait un accord commercial qui va être très très bien, formidable, et il y a juste, ils le présentent au Conseil de l'État, des États, et puis voilà, et puis c'est bon, tout le monde dit c'est bien, bravo, on donne une médaille, et puis c'est bon. Et là, la contestation est telle qu'ils sont obligés de le soumettre au Parlement national. Alors que Juncker a dit avant-hier, il est hors de question de le soumettre au Parlement national. Et vous croyez quand même pas que si Valls a pris cette position, c'est parce que c'est contraire à ses idées. On se doute bien qu'il l'a fait parce qu'il s'est dit là, déjà j'ai du mal avec mon 49.3, j'ai déjà du mal avec... je commence à être un petit peu dur. Donc là il vaut peut-être mieux pas que j'aille jusque-là. Je veux dire, ça a un impact, tu vois. Et c'est quoi? C'est les signatures de machin, c'est le fait qu'on en parle partout, que ça soit repris par la presse. C'est très important. Travail. Pierre-François? Ouais, moi je voulais juste deux choses. L'une par rapport au marché, la démocratie. Moi aussi, je pensais souvent les choses comme ça. Et maintenant, je commence à les voir un peu différemment, surtout depuis ces derniers temps. Parce qu'en fait, c'est compliqué. En même temps, c'est le marché, mais en même temps, c'est pas le marché. Parce que c'est le marché d'un certain côté, parce que bon, effectivement, un grand marché international, intercontinental, etc., où on va échanger, donc c'est un marché. Mais en même temps, c'est pas un marché au sens néoclassique en particulier, et c'est ça qui est quand même assez piquant, quoi. C'est que finalement, comme tu l'as bien dit dans l'exposé, quoi, c'est des super multinationales, quoi, qui dirigent la planète, quoi. Donc c'est même plus un marché, parce que dans un marché tel qu'on a pu le présenter, je pense dans l'atelier éco aussi, hein, les critères de base, en tout cas théoriques, hein, mais bon, on peut en parler. C'est l'atomicité, quoi. Normalement, tous les agents, c'est des petits agents, et ils sont tous comparables. Aucun n'a de pouvoir sur le marché. En fait, ils sont tous soumis au marché. Ça, c'est une foutaise, évidemment. C'est une foutaise. C'est surtout que ça correspond absolument pas à la réalité du marché d'aujourd'hui, en tout cas, des grands marchés, de ceux dont on parle, en tout cas. Alors, il y a une juste apposition de structures comme ça, mais quand même, voilà, c'est plus des marchés, quoi. C'est vraiment des trucs d'oligarchie. C'est vraiment des trucs de multinationales. Et dans ce que on disait aussi, là, finalement, ils nous suivent. Moi, ils nous suivent dans un certain sens, mais en même temps, les multinationales génèrent les pulsions, les désirs dont on parle. Par exemple, sur les smartphones, toutes les enquêtes au début, elles montraient que, et moi y compris, je disais non mais j'en veux pas de ce truc, je vais pas m'en servir et tout. Et la nana, elle avait une réponse toute faite, mais après je me suis dit mais oui, c'est exactement ça. Je dis mais non, on s'en fout là pour l'instant, vous en avez pas l'usage parce que vous connaissez pas le truc et tout, mais quand vous allez l'avoir utilisé un temps et tout, vous pourrez plus vous en passer, etc. Donc il suscite aussi le désir, hein, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à, c'est pas l'offre qui suit la demande, c'est l'offre qui impose ses stratégies à la demande et qui te vend un iPhone 6, un machin, et après c'est toi qui finalement va courir après. Et le dernier truc que je voulais dire aussi sur les actions, moi je reviens encore toujours sur la convergence des luttes, c'est que la loi travail, si on reste sur la loi travail, et justement on le fait pas, tant mieux. Si on l'articule par contre avec le TAFTA, avec tout ça, là ça fait sens.
Et je crois me souvenir de ce que disait Suzanne Georges, qui est quelqu'un d'important dans l'altermondialisme quand même, qui disait voilà, c'est la stratégie de Dracula, hein. Ils font toujours ça en secret, etc. Mais dès que les choses sont mises à jour, et ce qui a été fait heureusement, parce qu'il y a des assauts, il y a le mouvement altermondialiste, etc. Malgré tout, même si effectivement ça suffit pas, c'est super important, quoi, parce que finalement ils sont comme les vampires, quoi. Dès qu'ils sont en plein jour, ils sont obligés de se casser, quoi, ou de changer de forme et tout. Mais par contre, tant qu'on les laisse tranquilles dans leur petit cénacle, là, ça. Donc moi, je crois qu'on a quand même, on peut envisager des trucs, à nous de les inventer. C'est pas simple, mais articuler, ouais, dire quand on se bat sur la loi travail, c'est aussi parce qu'on veut pas des règles communes, enfin une absence de règles, etc., etc. Quoi. Pardon. Une manière pour moi de réagir à ça, c'est l'idée que si on tisse des liens, par exemple El Khomri, Tafta et autre chose encore, on fabrique notre propre discours et on avance dans une lutte qui, je crois, est un acte, qui est la lutte hégémonique culturelle, sur laquelle beaucoup disent que l'extrême droite a de l'avance. Bon, je pense qu'on est engagé dans ce genre de réponse, c'est-à-dire que si on développe notre propre discours cohérent, on est beaucoup moins fragile, c'est ce que j'entendais dans ce que disait Pierre-François, à des critiques, des gens qui nous diraient c'est des gauchos crétins, vous voyez à la manif, il y a juste la CGT, c'est vraiment ils ont des drapeaux communistes, c'est des gens qui ne connaissent pas le progrès. Si on a notre propre rhétorique au bon sens du terme, où on connaît les enjeux mondialisés, on est beaucoup plus fort par rapport aux médias et beaucoup plus audible et beaucoup plus... à mon avis, on est engagé dans cette lutte-là et il faut continuer. Alors, pour répondre un peu au point que tu as soulevé, donc tu as dit, oui, t'as dit que c'est aussi l'offre qui provoque la demande. Alors, admettons, moi je veux bien, mais alors dans ce cas, il faudra m'expliquer quel est l'intérêt pour beaucoup de grandes entreprises de, par exemple, bousiller l'écosystème. Eux-mêmes vivent dans l'écosystème, il n'y a aucun intérêt à bousiller l'écosystème, c'est complètement absurde. Donc c'est bien qu'ils ne le font pas exprès, c'est bien que c'est le marché qui s'auto-entretient. Bon, bah, oui, mais enfin, tout à l'heure on disait les pulsions et le désir, etc. Moi je reviens vraiment sur les fondamentaux. Quand on dit, peu importe les courants là, mais la pensée économique dominante, telle qu'on peut la présenter vraiment, c'est l'utilitarisme, c'est vraiment réduire l'homme à une machine à calculer son intérêt, quoi. Donc, voilà, donc toute la journée, tu es là, hein, tu vois le bilan, coût-avantage, ça va me coûter tant, ça va me rapporter tant. Lundi, là, j'ai proposé, on l'avait dit, lundi prochain, on ferait un truc sur les obstacles à la mobilisation et je présenterai un auteur qui, part de ces présupposés-là. Et donc, effectivement, quoi, du coup, ces entreprises, elles raisonnent qu'à très court terme, elles en ont rien à foutre de savoir que l'écosystème demain sera détruit. D'autant, même maintenant, la perversion est poussée encore plus loin, puisque certains te vendent le développement durable, et voire même, moi je fais ça en cours, parce que j'étais obligé, c'était des notions que je connaissais absolument pas, qui à mon avis, je vais pas creuser, mais sont pas très solides, mais il y a la soutenabilité faible et forte. Alors la forte, c'est de dire, effectivement, tu demandes vraiment que quand il y a des prélèvements sur les ressources naturelles et tout, soient compensés, enfin donc un peu exigeant, quoi. Et la faible, c'est de dire non, on s'en fout, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on détruit la couche d'ozone, mais demain, on sera la réparer. Aujourd'hui, on détruit je sais pas quoi, la biodiversité, mais on s'en fout, puisque de toute façon, à terme, je te reprends, je vais te cloner, je sais pas quoi. Donc, on aura des solutions techniques. Et on te les vendra, y compris. Pour finir quand même sur l'histoire, c'est l'offre qui suscite la demande aussi. C'est pas un truc que j'ai inventé ce soir, hein, c'est Galbraith, donc c'est un économiste quand même tout à fait reconnu, quoi. Et il appelle Galbraith. Et donc il appelle ça la filière inversée. C'est-à-dire justement, il dit les néoclassiques nous présentent l'économie comme on est tous les décideurs, puisque tout le monde est l'offre et la demande sont en situation d'atomicité, chacun gère son petit portefeuille, d'accord.
Et donc finalement, ils ne font que répondre à la demande. Et là, Galbraith dit non, pas du tout. Toutes les grandes innovations, etc., on te balance le truc, on en fait des usages sociaux. Il y a toute une logique sociale en plus de distinction et après imitation. Les premiers qui ont la bagnole, c'est un truc fabuleux. Une fois que tout le monde a la bagnole, ça devient une tragédie de civilisation, quoi. Et voilà, en fait, toi, on te vend le truc. Et après, effectivement, c'est des mécanismes culturels, sociaux qui prennent le relais. Enfin, à mon sens. Et ça, je pense que c'est une partie de la réalité. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps comme ça. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que les entreprises ne vont pas... On a l'impression qu'elles ont une responsabilité parce qu'elles sont conscientes, elles savent ce qu'elles font et tout. Non, elles savent pas plus que nous. Nous, on consomme de manière très pulsionnelle. C'est structurel. Et elles, c'est structurel. C'est ça que je voulais dire. Le marché, c'est un tout. C'est pas les entreprises méchantes et nous, les gentils. C'est chez nous quelque chose qui fait tourner le marché. Et puis chez les entreprises, quelque chose qui fait tourner le marché, ça s'emboîte. Ça nous enlève pas notre responsabilité. À mon avis, si. Personne n'a de responsabilité sauf le marché. Maintenant, tout le monde en a. Oui, Ou tout le monde en a. tout le monde en a. Non, je sais pas si c'est. Mais pour le gaz, par exemple, je suis obligée d'être chez GDNJ. Je suis pas responsable de ce qu'ils font, des usines à charbon qu'ils ont en Australie ou quoi. C'est pas moi qui suis responsable, en l'occurrence. Si. Non, j'ai pas dit. Justement, t'es pas responsable. C'est le marché. Tu fais partie du marché. Tu étais un des petits éléments qui fait tourner le marché. Un des petits soldats du marché, c'est toi. Il n'y a pas d'offre parallèle d'un gaz éthique, ça me semble pas exister. Mais il se développe pas parce que il sera trop cher et qu'il ira de toute façon pas chez lui. Il est déjà mort Non, en fait. parce que, Il a essayé, il est mort parce que t'es l'électricité, déjà pas allé chez lui. Non, parce que dans l'électricité, ça existe par exemple. L'électricité, je suis à Enercop. Voilà. Oui, mais t'es ultra minoritaire. Enercop, ils vont finir par mourir. Non, mais ça non. fait partie de la Moi, je le fais pas parce que- justement ça. Oui, on peut essayer de faire quelque chose, mais Et bien parce que c'est... Moi j'aurais deux réactions. Une, c'est que... Ah pardon. Si on se pose la question de savoir qui est responsable, je me demande si chez Manuel il n'y a pas une opposition entre soit c'est nous qui sommes responsables, soit c'est en face, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas dans la discussion que vous avez, une possibilité c'est de se dire, c'est peut-être ce que dit Roman, en face ils ne sont pas tellement responsables parce que c'est un système, c'est structurel. Alors là j'ajouterais, oui mais sur les dérives structurelles, il y a quand même, je crois, vraiment des salauds qui chevauchent le tigre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des opportunistes, c'est structurel oui, mais il y a des gens qui sont de vrais cyniques, je pense. Bon, après c'est compliqué comme truc. Par contre, il y a des gens qui disent, comme Lordon et d'autres, que c'est important de ne pas se tromper de lutte et de ne pas mettre la lutte sur le terrain éthique, mais d'aller voir les structures. Sinon, ce que je voulais dire, c'est un exemple que porte souvent Jorion, c'est un peu à écho à certaines choses que disait Pierre-François. Paul Jorion, anthropologue et économiste belge, chômeur actuellement, malgré que c'est un des rares êtres humains qui ont prévu la crise des subprimes, qui dit parfois les conneries comme tout être humain. Il porte souvent un exemple pour donner une intuition de la folie du système, faisant écho à ce qui a été dit ici. Il porte comme exemple le fait que quand ça semblait s'écrouler vers 2008-2009, il y avait des gens, je ne sais plus où, dont on pouvait voir qu'ils étaient en train de spéculer sur l'écroulement du monde. Je ne sais plus comment on pouvait paramétrer le fait que le monde s'écroule, mais et Jorion il porte ça comme exemple, si je me souviens bien, de la folie dans laquelle on est et dans laquelle est le système économique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dissocier, qui arrivent à dissocier le fait de la spéculation qu'ils font pour gagner de l'argent et le fait que l'objet même de leur spéculation est l'hypothèse selon laquelle eux-mêmes vont mourir. C'est-à-dire c'est censé être absurde, c'est-à-dire tu t'occupes plus de gagner par spéculation de l'argent si le seul moyen de gagner de l'argent c'est que toi-même tu crèves. Et pourtant il y a des gens qui le font. Et ça, ça peut être vu sur des Bon, pardon. C'est un exemple. Et de même, tout le monde sait ici que les smartphones font travailler des petits enfants, etc. C'est ultra cruel. On en a quasiment tous, enfin beaucoup d'entre nous en ont. Non, alors on peut choisir de pas en avoir. On peut dire, oui, mais c'est très difficile ce discours-là. Ok, on peut toujours dire moi j'ai choisi, mais tu vois bien que sociologiquement c'est pas le cas. Donc c'est pas tous des salauds, tous les gens qui ont pas choisi de faire ça. C'est bien qu'ils sont quelque part obligés de le faire. Sociologiquement, sur un certain échantillon de personnes, ils sont obligés. Oui, mais il faut quand même mettre la responsabilité quand même sur globalement parlant, sur l'organisation sociale, pas sur la personne elle-même. Exactement. Parce que si tu veux le smartphone, tu n'es pas obligé d'avoir un smartphone, mais finalement ça t'apporte énormément de choses. Tu vas peut-être avoir un smartphone, mais en même temps, quel est
veux le progrès technologique, il t'apporte des choses quand même. En fait, on avait fait l'exposé en disant qu'il y a des mauvais côtés. Mais en même temps, c'est plein de. Il y a quand même les enfants qui travaillent, hein, tout ça. à côté. C'est ça, c'est de ça que je parlais. Les enfants qui travaillent, ça c'est. Oui, non, mais. Comment dire, j'arrive pas à y penser. C'est ça. Mais je pense que c'est une organisation globale et que l'entreprise, je pense qu'une bonne partie des gens qui sont dans ces grosses entreprises, pour eux, c'est vraiment la croissance de l'entreprise, c'est ça qui compte, et le dynamisme de l'entreprise. Et je suis sûre qu'ils sont sincèrement très contents quand ils gagnent un marché, que voilà, ils pensent eux-mêmes que vraiment c'est beau ce qu'ils font. Et donc, ils sont pas. Le fait que ça entraîne des catastrophes pour le monde, pour les gens, pour une bonne partie de la population, ils sont tristes. C'est dommage qu'il y ait ça. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, enfin, j'essaye de me mettre en place. Ce qui compte, c'est que le truc marche et qu'on ait une entreprise dynamique. Et si tu prends le marché automobile, il faudrait que chacun, c'est quand même drôle, quoi. Il y a 100% du marché, on ne peut pas faire plus que 100% jusqu'à présent. Chaque entreprise, elle doit grossir. Si tu as une entreprise un fabricant automobile qui fait 10% et que tu ne vas pas avoir 11% l'année prochaine, c'est pénible. Donc il faut que tous fassent un peu plus. Et au bout d'un moment, mais apparemment, si tu veux, il y a une contradiction, évidemment. C'est stupide. Si tu penses que l'entreprise, que ça ne peut marcher que si tout le monde grossit, eh ben, à un moment donné, c'est bon. C'était juste pour savoir dans quel pays on fabriquait les smartphones, par exemple. J'ai pas creusé la question. Ah, tu penses que c'est pas vrai que les enfants travaillent, etc. Je pense que les enfants fabriquent un tas de choses, mais par rapport au smartphone, ouais, j'étais curieux de savoir. J'ai pas la réponse. En Chine, Ouais, je pense en Asie du Sud-Est. Paraît-il qu'en Chine, il n'y a plus d'enfants qui travaillent. Paraît-il. Ouais. Aussi le problème des minerais rares, là, tout ça. Terres rares. Terres rares. Ouais. On fait une grande communauté, on achète du terrain et on invite les gens à se réfugier et à revivre séparés de tout intérêt commercial et tout ça. Mais mon frère il vit avec très peu d'argent alors qu'il ferait plein d'argent. une blanche. Il est complètement apte. Pourtant c'est un parisien et voilà, on va finir dans 5-10 ans là-dessus. Parce que c'est nous qui. Je te rejoins, c'est nous qui créons ça aussi. Tu vois, c'est ça qu'on entendait tout à l'heure. Mais bon, j'ai un iPhone, ça fait longtemps, hein, c'est le 4. C'est ça, justifie-toi. Je suis pas passé. J'ai un Wiko, c'est français. Bravo. Ah, bien. Fabriqué en Chine, mais c'est français. C'est Moi, je travaille avec les Chinois. Il y a Fairphone qui a essayé de faire un. Moi j'ai un Fairphone première génération. Ah ouais, Ils ont essayé de faire la deuxième génération. La première déjà, ils ont essayé de faire un peu éthique, c'est-à-dire en allant voir où est-ce qu'ils prenaient le coltan, je sais pas, les métaux spéciaux, en allant voir dans les mines comment ça se passait, tout ça. Alors ils ont essayé de faire un petit peu mieux que les autres. Et puis la deuxième génération, il paraît que là ils sont assez contents, ils ont un peu progressé, mais pas complètement, parce que c'est quasiment. On appelle l'association l'appelle Mais réfugiés c'est fait français. il y a 20 pays, tu sais, c'est assez compliqué. Hein. C'est un Mais toi, assemblage tous de les trucs, pièces on qui s'y viennent de toutes sortes d'endroits. C'est comme un blue jean. Hein. Nos blue jeans, ils font 2 fois le tour de la Terre, il me semble que vous avez dit. Parce que tu as les fils, après tu as les tissus, après il y a quelqu'un d'autre qui va faire l'ourlet, après il y a quelqu'un qui va mettre les boutons. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? 17 ans en Turquie, je crois, il y a des peintures en Turquie. Concernant la question de comment s'opposer, etc. Bon, il y a des choses qui peuvent nous faire tomber les bras. L'impression que c'est vraiment tellement écrasant en face, etc. Mais, je vais dire une banalité, pardonnez-moi, faut pas oublier, je crois qu'autour du monde, il y a des tas de personnes qui se posent les mêmes questions que nous, qui organisent à peu près les mêmes groupes que nous, voire beaucoup plus avancés, voire un peu plus tard que nous,
Donc la partie, à mon avis, elle est quand même largement imprévisible. Elle est mal barrée, mais largement imprévisible, et il n'y a aucune raison de baisser les bras, il n'y a aucune raison de pas être confiant. Par contre, politiquement, je pense qu'il faut un peu aussi la stratégie d'Ulysse avec les sirènes, c'est-à-dire il faut avoir soit des bouchons de cire dans les oreilles, soit être solidement attaché au mât du bateau. Il faut vraiment, je pense, politiquement, à un certain niveau, ça c'est une métaphore, être capable de gérer l'angoisse. Il y a une angoisse énorme qui nous vient d'en face, qui est multipliée par les médias, par mille choses, nos réflexions personnelles. Mais à mon avis, c'est jouable, mais il faut vraiment être capable, collectivement comme groupe et au niveau personnel, d'être capable de gérer l'angoisse et de... Bon, c'est une banalité probablement, mais je pense que c'est jouable et que, comme il a été dit, les luttes, quand elles se mettent en conjonction, elles gagnent en puissance, et donc faut continuer. Pardon, c'est pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais sur quoi? Sur les luttes? Sur quoi? Sur l'angoisse. Enfin, Mais non, mais ça intéresse l'angoisse pas du gouvernement. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est pas l'angoisse, je suis pas angoissée. Je pense que c'est Moi, oui. Voilà. Et je pense pas être le seul. Moi, c'est pas l'angoisse. Moi, c'est les relations personnelles et qui sont nécessaires dans la lutte. Là, Mais je pense pas être le seul. Je pense que tous les gens qui qui pardonnez-moi, j'ai pas levé la main, tous les gens qui, comme il a été dit, refoulent, c'est-à-dire au bout d'un moment, arrêtent de penser que si on mange de la viande, il y a des abattoirs monstrueux qui font que les animaux sont traités comme des objets, ou si on utilise des smartphones, c'est ceci, si on utilise des t-shirts pas chers, ils viennent du Bangladesh ou autre. Je pense qu'on est nombreux et nombreux à vivre dans un refoulement énorme, et ce refoulement, je pense qu'on le paye cher. C'est-à-dire, bon, ça c'est mon côté, je prends la psychanalyse et des trucs comme ça, les refoulements existent, mais ils se payent cher. Refoulement, c'est moi je ne comprends pas. Refoulement, c'est l'idée qu'on a des connaissances, mais qu'on arrive à vivre avec en les mettant dans un coin de notre tête où on croit ne plus les entendre. Ah, ouais, voilà. La psychanalyse et d'autres disciplines semblables disent quand c'est dans un autre coin de notre tête, eh ben, ça nous travaille. On est malade, c'est la maladie. Dans le stress, je vois un peu à ce niveau-là. C'est l'inconscience. De tout temps, ça a été comme ça. Il n'y a aucune société où ces choses-là n'ont pas été refoulées. Donc, notre société est très rapide. On est dans une société... Non, je veux dire, il n'y a pas d'exemple de société par le passé ou à un autre endroit où les gens étaient très conscients tout le temps et ne refoulaient pas du tout les choses. Enfin... Donc ce problème, on va le résoudre comme ça. Là. Beaucoup plus qu'à l'époque où il fallait juste un chameau pour voyager, quoi. Par exemple. Il y a eu toujours des guerres, par exemple. Les guerres, c'est très meurtrier. Pourtant... Ce que je veux dire peut-être, c'est qu'on est en train de dire que c'est bon de faire la convergence des luttes à certains niveaux, pas seulement en collaborant avec des syndicats par exemple, ou avec des Italiennes de passage qui viennent d'un centre social italien, mais aussi dans le sens de mentalement faire le lien entre nos problèmes avec la loi El Khomri et le taffetas qu'on nous fait dans le dos et autre chose. Simplement, je crois que ces trucs-là peuvent être très anxiogènes. C'est-à-dire que si on commence à sortir toutes les choses qui existent, putain, ça peut foutre la trouille. C'est-à-dire le taffetas, les ondes, si on y croit, le machin. Il y a un moment où on se dit stop, j'ai envie de voir des images de chats sur Facebook. C'est ça, c'est au point. Ah, c'est le Portugal qui a gagné. Ouais. Non, c'est Portugal alors. Non, ça Portugal. Ouais, ça paraît plus un pays de football. C'est ça en fait. Ouais. La réaction en face par rapport à toutes ces petites choses qu'on a vues dans les nuits debout là, on nous a expliqué, tu vois. Moi, depuis, voilà, je le vois comme un écroulement en fait. Enfin, il y a un écroulement. Quoi. On peut pas continuer à faire ce qu'on fait. Il y a des trucs, peut-être on va être obligé d'être lié, des énergies mauvaises, enfin, on va peut-être polluer encore un peu, mais on peut plus continuer dans un système comme ça. Mais non, il y a des énergies nouvelles par contre. Moi je trouve qu'un truc comme Nuit debout, moi ça d'accord, on est malade, on mange de la bouffe malade. Il n'y a pas grand monde, mais je suis pas malade. Parce que je trouve que ce qu'on est en train de perdre, parce que moi je me mets dans un peu l'extrême de la gauche, le BSU, ces gens-là qui ont essayé d'imaginer plein de choses.
Donc ça, c'est mon enfance, hein, si je peux dire. Et ça a l'air de... Et je pense que toutes ces idées qui ont été... Après, on a perdu la guerre culturelle. Et ceux qui étaient le dessus du pavé, c'est le Front National. C'est quand même terrible, c'est horrible de penser ça. Quand il y a des années, dans les supermarchés, je faisais ma queue. Dans la queue, je parlais avec les gens et je leur disais « Ah, il y a ça qui se passe. » Et les gens, ils étaient d'accord avec moi. Et maintenant, si je dis ça dans la queue là, au supermarché, ouf, là, ça devient difficile. Hein, les gens commencent à me regarder de travers. Ouais. Et ça, il faut qu'on regagne. Il faut que ça soit nous qui gagnons cette guerre. C'est pas possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous ne plus aller dans les supermarchés? Ah, ça c'est une autre discussion. Donc si on va plus dans les supermarchés, Non, elle t'explique comment on peut faire. Elle fait un atelier sur ça. Il y a 6 mois. Avec des jaunes. C'est un autre débat intéressant. Le jeune, je sais pas comment on prononce, c'est le jeune. En histoire, c'est le jeune. En parisien, c'est le jeune. Le jeune. Attends. Le jeune. En faisant le jeune. Ça, c'est la scission interne, les mystiques. Bientôt, il va y avoir un village soufi en France. Je vous invite à vous installer à côté, comme ça on fera une bonne équipe, on voit le village. Ça sera lui, c'est vrai. Je répète un truc. Marie-Louise qui est partie là tout à l'heure et qui est souvent très discrète mais qui des fois contribue avec des idées très actives, nous a fait la remarque il y a quelques jours que c'est pas terrible notre manière de terminer les ateliers où on voit pas où c'est la fin. Donc quand ça vous dit qu'on arrête, on peut arrêter et commencer l'agora. Mais on peut continuer. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Quand on voit que plus personne n'a rien à dire, on demande est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire, et sinon... Là, vu l'heure, on peut boucler, mais... Vu l'heure, on peut boucler, mais... Bon. Moi, j'ai des trucs à dire là-dessus. On a des... C'est vrai, vas-y. Bah, je sais pas, au moins sur le marché, par exemple, je trouve que le marché, maintenant, moi, il me semble qu'on devrait de plus en plus l'aborder comme un mythe, quoi, comme quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre tel qu'il nous le présente ou tel qu'il est. Comment on dit d'ailleurs, il y a un terme philosophique pour ça, là, quand on vérifie une chose, on a l'hypostasie. Fétiche. Oui, enfin voilà. Et donc voilà, ça devient un fétiche, ça devient quelque chose qui ne correspond pas du tout, et qui a une dimension mythologique maintenant, quand on te le fout partout. On le part de plein de vertus, alors qu'en plus, qui sont absolument pas prouvées, même de point de vue scientifique, et qui en plus, surtout, ne correspondent absolument pas à la réalité des choses. Mais la réalité des choses, maintenant, c'est des rapports sociaux, de toute façon, toujours, c'est des institutions. Voilà, penser le marché beaucoup plus comme des institutions, des rapports sociaux, même des rapports sociaux au niveau international, hein, pour le coup. Bon, tu l'as dit aussi tout à l'heure, la mondialisation, c'est quand même pas non plus la première mondialisation qu'on connaisse. Hein, donc, je veux dire, on part pas de rien non plus. Il y a plein de choses à partager là-dessus. Donc ça, je crois que c'est une ligne directrice peut-être. Et une autre, oui, sur ces histoires de désir, de refouler. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, je dirais presque, quand on ait du mal à lutter contre le taffetas ou etc., c'est aussi à l'échelle de ce qu'on est capable d'accepter déjà, même dans nos vies les plus personnelles et les plus intimes. Moi je crois pas mal à ça, quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est un sujet qu'on abordera peut-être aussi dans des ateliers. Enfin, moi, c'est peut-être un sujet que je proposerai. Mais dans les relations de couple, les relations amoureuses, les relations les plus... justement, qui normalement devraient, enfin il y a plein de choses là-dessus, mais qui devraient pouvoir être le plus affranchis de tous ces déterminés. On s'aperçoit bien nous-mêmes dans nos propres expériences
comment des fois on a pu renoncer ou s'arranger, faire comme on peut. Et je crois qu'il y a une continuité. Quoi. On pense que c'est des domaines séparés, mais non, moi je pense que ce qu'on est capable d'accepter dans le domaine du relationnel le plus immédiat, après on le retrouve aussi dans le boulot et après plus loin au niveau international et ainsi de suite. Donc moi je crois qu'il y a une continuité, il y a des choses qu'on a renoncé à vivre. Même de ce point de vue-là, oui, je comprends maintenant que certains soient intéressés par l'Antiquité, enfin des moments où peut-être l'humain était peut-être plus facile à saisir. Quoi. Maintenant, c'est tellement... il y a une gangue de technicité autour de toi pour retrouver les choses vraiment qui font sens et sur lesquelles ouais, tu as à te décider. Il y a vraiment besoin de casser tout ce carton. Et par rapport à ça, moi, la question que je me pose, c'est dans un lieu où si on est réunis pour parler normalement de politique ou de certains thèmes précis, le fait de discuter aussi des relations interpersonnelles et de notre ressenti face au groupe, ça fait aussi partie de la lutte politique dans ce cas-là. Tu es d'accord avec moi? C'est pour ça que, et donc moi, quand je mets ça sur la table et que j'ai l'impression qu'on me dit mais c'est déplacé, allez remettons le sujet c'est ça, c'est machin là, je me sens un peu heurtée parce que je pense que ça fait partie de la lutte aussi d'essayer de s'entendre bien quoi. Enfin, En fait, pour rebondir, tu peux entendre ce qu'elle dit. Ah mais c'était pas contre... Non, mais en fait, pour répondre parce que il a répondu à... ça fait partie aussi d'une certaine écoute en fait. Bon, je rappelle que le samedi, entre autres choses, on peut discuter de théorie féministe et théorie de genre et c'est pas exhaustif du domaine. Pierre-François avait l'idée depuis longtemps, je crois, de proposer ailleurs un atelier sur l'amour ou des choses comme ça. Bon voilà, donc on est nombreux et nombreux ici à penser qu'effectivement c'est une des nombreuses dimensions du politique. Tel qui nous intéresse, c'est tel qu'on ne le laisse pas tomber. Ça va surtout me dire, enfin c'est un peu en abîme, quoi, mais on peut facilement, je pense, imaginer et cerner un peu les renoncements qu'on peut avoir sur des sujets qui sont quand même vachement loin, qui sont très proches de notre quotidien, parce que ça peut être le poulet qu'on aura demain sur nos tables, mais en même temps, c'est quand même à longue portée. On ne peut pas toucher du doigt les commissaires, les gens qui négocient dans le secret. On ne connaît pas tous ces cabinets juridiques qui vont devenir les futurs arbitres internationaux, etc. Mais on peut prendre la mesure de notre renoncement là-dessus quand on voit déjà à l'échelle vraiment interindividuelle et du plus intime les difficultés qu'on peut avoir et voir, je pense, collectivement comme un assez grand renoncement qu'on peut avoir là-dessus. Pour être concret là-dessus, moi quand je pense marchandisation, là, je pense le fait qu'il y ait un marché maintenant de la rencontre amoureuse. Quoi. Non, mais c'est une réalité. Là, l'offre, la demande, enfin voilà, c'est des trucs, mais c'est... Moi je trouve ça c'est fascinant à observer, quoi. Non, mais peu importe, après les pratiques qu'on a pu avoir chacun, c'est pas la question, c'est un autre, c'est un autre. Mais quand même, ça, voilà, moi je pense que ça pose des questions du rapport à soi, de vraiment les choses sur lesquelles on devrait, on est censé avoir le plus de paix. Même Bourdieu, je sais pas, une des rares fois où il a écrit là-dessus, c'est toujours un peu le même truc, c'est l'espace super d'intersubjectivité, c'est le lieu où potentiellement tu peux t'affranchir de tout. Et effectivement, dans l'idéal, on peut peut-être le penser comme ça. Et dans la réalité, on voit très bien que on en est assez loin, quoi. Et donc moi je pense qu'il y a une continuité entre ces dimensions-là. Et notre renoncement sur des sujets aussi compliqués que ceux qu'on a abordés ce soir, il est assez facile à comprendre si on parle de choses sur lesquelles on devrait. Moi je pense que d'ailleurs justement une société qui pour moi serait légitime et libre, vraiment, c'est celle qui permettrait à chacun d'avoir vraiment la possibilité de se consacrer pleinement à ça, à ses relations interpersonnelles, à l'amour, à l'amitié, etc. Et du coup, là, effectivement, on sort de la réification, on sort de la marchandise, quoi.
on peut tous en affranchir. Donc, là aussi, convergence des luttes, quoi, de se dire repolitiser certains sujets pour se rendre compte qu'effectivement, d'une chose à l'autre, on peut avoir prise, quoi, je pense. Non, je voulais juste dire qu'on sort aussi du libéralisme, parce que moi, en fait, ce que je critiquais tout à l'heure, c'était pas seulement le marché au sens néoclassique avec des petits acteurs, etc. C'était en fait le libéralisme de manière générale, c'est-à-dire ce qui part de l'adage qui dit que la propriété est le fondement de la liberté. Voilà, la propriété est le fondement de la liberté. Dès qu'on a de la propriété, c'est dans cette mesure-là seulement qu'on est libre. Et chacun est libre d'avoir la propriété qu'il peut avoir en fonction d'échanges libres entre personnes. À partir de là, bah oui, on laisse les multinationales librement faire leur truc. Bah, le TAFTA, c'est exactement ça, c'est l'illustration de la liberté totale. Dès qu'on a la propriété, on est libre. Si on a beaucoup de propriété, on est très libre. Si on n'a pas beaucoup de propriété, on n'est pas très libre. Et ça, ce que tu as dit là, avoir du temps pour soi, pour ses relations, machin et tout, ça s'oppose à la vision libérale qui dit qu'on doit avoir de la propriété pour avoir cette liberté-là. Et là, toi, tu dis non, il faut que chaque personne ait cette liberté. Indépendamment de la propriété, c'est chaque personne. Ça, c'est une vision totalement opposée à la vision libérale qui dit que c'est seulement la propriété, c'est pas les humains. Excuse-moi, il n'y a rien qui nous appartient. Même pas le corps que tu as. Parce qu'un jour, on est obligé de le laisser. J'aimerais bien, hein. Oui, mais les libéraux ne pensent pas ça. Il faut les faire comprendre ça. Pas que les libéraux. Hein. Oui, ça, moi je dirais le truc entre l'être et l'avoir, quoi, pour faire simple. Mais, c'est mieux l'être. Oui, sûrement, mais enfin, en même temps, on voit bien que. Enfin, c'est en ça que je me dis que. À mon avis, il vaut mieux avoir des pauvres que d'être pauvre. Être. Mais même le libéralisme, c'est compliqué aussi, quoi, parce qu'il y a des fondements, il y a des choses. Mais je crois que là, c'est un dévoiement aussi quand même du libéralisme, quoi. Non, mais de l'idée libérale, quoi. Bah, l'idée libérale, c'est ça, non, c'est la propriété. On est libre en fonction de sa propriété. Parce qu'on pourrait aussi dire le libéralisme comme justement promouvoir la liberté, quoi. Oui, la liberté de la propriété. Voilà, oui, du propriétaire. Et c'est une vision opposée à une autre vision de la liberté qui est la liberté pour chaque personne. Le libéralisme, c'est pas la liberté pour chaque personne, c'est la liberté pour chaque élément de propriété, entre guillemets. Si la propriété est grosse, il y a beaucoup de liberté. Si la propriété est petite, il y a peu de liberté. Il y a des théoriciens, et en l'occurrence surtout une théoricienne, Chantal Mouffe, enfin c'est tout ce que je connais parce qu'il y en a sûrement d'autres, mais qui pensent des choses à mon avis très intéressantes et qui semblent mettre en évidence que le gros conflit théorique qui est difficile pour nous, c'est entre liberté et justice. Alors, je dis peut-être, encore une fois, pardonne-moi une banalité, hein, mais pour penser les valeurs de gauche, ça serait pas tellement la liberté individuelle ou collective. Oui, peut-être que ça se formule comme ça, mais bon, je ferme la parenthèse, c'est pas très clair, excusez-moi. Si je peux, dans le futur, moi ou l'autre, on va essayer d'y revenir de manière plus collectivisante. En tout cas, l'espoir. Moi j'ai vu par 49.3 là qui s'était un peu bougé les fesses là, le gouvernement hier, et aujourd'hui devait poser des signatures. Et ils disaient tous, ouais putain la rue elle dit des choses, enfin bref, donc nous on réagit. Voilà. Enfin il s'est passé ce truc qu'on attendait depuis 3 mois, tu vois. Donc peut-être que c'est vrai qu'on garde quand même un petit pouvoir, quoi. Faut se bouger. Ouais. Je sais pas, moi tu vas pas l'avancer du début, moi j'y connais rien en politique. Non, parce qu'il paraît du 49.3 que Valls a représenté aujourd'hui, et toute la droite s'est levée et est sortie pour pas présenter une censure. Donc je vois pas où est l'évolution par rapport au début du premier cas. Il se passe quelque chose, parce que la première fois il s'est rien passé, et ils disaient qu'ils allaient signer et essayer de réunir les signatures suffisantes pour faire un bordel. Le 49.3 passe, donc... Mais à l'époque, il n'y avait même pas eu ça. Parce que normalement, à partir de là, il faut qu'il y ait un... De toute façon, le 49.3, il fallait... Comme il n'y avait pas eu la gauche. Ouais, je dis, ça se rediscute, j'ai l'impression qu'ils reparlent de ça. Comme s'ils allaient nous ressortir, ah oui, c'est vrai qu'il faut un référendum. Tu vois? Il faut quoi? Parce que normalement, c'est ça. Il faut quoi? Un référendum.
que 49.3, il y a un référendum quand il a été créé. Moi, j'attendais que ça bouge un peu, quoi. Non? C'est pas De Gaulle qui a créé. Ah oui, c'est vrai. C'est pas De Gaulle. Ouais, Il est mort. Il fallait qu'il y ait un référendum. Non, mais il a fait un référendum pour dire Tous les propriétés qu'il avait, là, le sel. il part, il est parti. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai, De Gaulle, c'est ça. Oui, en 69. Hein? En 69. Ça n'a rien. C'était pas là-dessus, c'était sur le Sénat. Excusez-moi, j'aurais 2 points. Pardonnez-moi, je passe du coq à l'âne. Premier, le Gary a besoin de contributions. Alors qu'on essaye depuis la semaine dernière avec Roman de mettre les ateliers. Et la semaine dernière, on n'a pas réussi à intégrer par exemple l'atelier de Pierre-François, on est désolé. Donc cette semaine, on va essayer de faire autant que la semaine dernière. C'est demain, date limite. Et si on peut faire mieux. Donc il faudrait intégrer aussi un résumé de la séance de Pierre-François. Ça, je dois le faire. Donc, et voilà. Par contre, et puis le Gary a besoin de matériaux en général. Par exemple, moi ils m'ont dit que si je leur envoie les choses que j'ai écrites, les petits cours que je donnais, ça peut les intéresser. Ils mettent ça dans un frigo et si pour un numéro ils ont un blanc, ça peut les intéresser. C'est eux qui vont en juger. Donc là, c'est un tout petit truc. N'hésitez pas à proposer. C'est un tout petit truc pour ce truc-là. Il y a Laurent, il est parti là. Ouais, j'essaierai. C'est pas une page, c'est juste un. Laurent nous a fait hier un exposé sur la situation de la Syrie et il va nous envoyer un truc. Deuxième chose, c'est que pour les ateliers, on essaye de tenir là pour le mois de juillet, ça va être dur. Pour l'instant, on est plusieurs à avoir envie de continuer. Et pour le mercredi prochain, sauf erreur de ma part, on n'a pas de sujet fixé. Donc s'il y a des personnes qui sentaient de faire un exposé, ça peut être un exposé plus organique et long comme celui de Anne-Marie, même si c'est quelque chose de très court mais qui peut lancer une discussion, ils sont bienvenus. On avait fait comme ça un exposé sur la collapsologie pour l'atelier d'écologie de jeudi dernier qui avait assez bien marché, où il n'y avait pas eu d'exposé, mais on s'était posé la question de savoir c'est quoi la collapsologie et ça avait donné quelque chose de très sympa, apparemment. Donc, pour l'atelier d'économie de mercredi prochain, voilà. S'il y a des suggestions, elles sont bienvenues. Roman, il en a plusieurs peut-être. J'en ai pas plusieurs, enfin en tout cas moi je peux essayer pour mercredi prochain de préparer un truc sur le salaire à vie. Bon, je vais essayer. Si c'est prêt, c'est super. S'il y a autre chose, il y a 1000 thèmes qu'il faudrait qu'on traite. Moi j'ai toujours la titrisation que je peux faire à n'importe quel moment. Sinon il y a... Juste que je pense au schéma, je photocopie le schéma pour que ce soit plus facile. Sinon, ça dure 10 minutes. Oui, très bien, mais ça permet après la discussion, il n'y a pas de problème.